Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre magazine à Budapest. L'Europe est dans tous ses États pour défendre l'état de droit, notamment à travers un nouveau mécanisme de conditionnalité qui permet de couper les vivres ou les subventions européennes aux apprentis dictateurs. Et c'est naturellement la Hongrie de l'ultra-conservateur Viktor Orban qui a essuyé les plâtres. Après un long bras de fer, elle a levé son veto sur l'aide de 18 milliards d'euros promise à l'Ukraine en 2023. Elle se résigne à voir Bruxelles geler 6,3 milliards d'euros de fonds de cohésion. Son plan de relance à 5,8 milliards d'euros a été approuvé, mais ne sera débloqué qu'à condition de réforme. Ce petit pays de 10 millions d'habitants a bien besoin d'argent européen, notamment au regard de son hyperinflation et de sa dépendance au gaz russe. Seulement voilà, va-t-il vraiment mettre en œuvre les réformes pour restaurer l'état de droit et lutter activement contre une corruption qui s'attaque aux fonds européens? Nous le regardons tout de suite avec ce reportage de Luc Brown. La ligne 3 du métro de Budapest, un demi-million d'usagers l'empruntent chaque jour. C'est la plus fréquentée de la capitale hongroise. Depuis 2016, elle a fait peau neuve grâce notamment à des fonds européens de 418 millions d'euros pour des nouveaux ascenseurs et des accès handicapés améliorés. Des subventions dépensées en conformité avec les objectifs de la politique de cohésion. Mais en Hongrie, ça n'a pas toujours été le cas. Ákos Haddasi traque la corruption. Direction le village natal de Viktor Orban. Ces 10 dernières années, l'argent de l'UE a financé cette sculpture monumentale, un lac artificiel ou ce train touristique quasiment inexploité. C'est le premier exemple bien connu, ce petit train qui va de nulle part à nulle part, 5 km et 2 arrêts. C'est un investissement de 2 millions d'euros, ce n'est pas forcément beaucoup, mais c'est un exemple parfait pour constater un investissement sans utilité dans un pays, avec de l'argent européen. Et tout cela à la demande de Viktor Orban. Un peu plus loin se trouve un grand manoir, autrefois propriété de l'archiduc Joseph d'Autriche. Il appartient maintenant au père de Viktor Orban. Pour ce député d'opposition, la famille du Premier ministre s'est enrichie grâce au contrat d'État et à l'opacité des procédures d'accès au marché public hongrois. Ici, c'est une boucle parfaite de corruption en ce qui concerne le marché public. Les amis d'Orban qui vont recevoir l'argent de l'État et celui issu des subventions européennes. Après, leur société de construction s'approvisionne en matières premières, comme en gravier, provenant de carrières par exemple, auprès du père d'Orban. La Hongrie fait partie des 5 derniers pays de l'Union qui ont refusé de rejoindre le parquet européen. Une instance qui permet notamment d'enquêter sur les fraudes potentielles liées à l'utilisation des fonds structurels. Sous pression de la Commission européenne, Budapest a proposé 17 mesures correctives, dont une nouvelle autorité de l'intégrité pour surveiller appels d'offres et patrimoine d'élus, inefficace pour cette ONG face aux 50 000 cas de corruption suspectés. Cette agence s'appuie dans ses statuts sur les institutions existantes pour ses enquêtes et ne peut pas se tourner vers le tribunal lui-même pour l'instruction d'une affaire. En plus, elle est dépendante du ministère public qui a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir enquêté correctement et refuser d'instruire des poursuites à haut niveau. Une autorité de l'intégrité indisponible pour nous répondre pendant notre enquête. L'ONG a néanmoins accepté de participer à une autre innovation, la Task Force Anticorruption, organe de contrôle par la société civile, dont la très critique Transparency International Hongrie. Elle se bat depuis une décennie pour porter les affaires de corruption devant les tribunaux. La seule chose que le gouvernement hongrois comprend, c'est l'argent. Donc tant que la menace de couper les subventions sera maintenue, le gouvernement comprendra. Ça fait 10 ans qu'on attend ça. Nous avons exhorté la Commission à agir. Donc si la Commission se laisse guider par les chantages de M. Orban et par sa stratégie de séduction, alors ce n'est qu'une occasion manquée. Et nous n'avons aucun espoir qu'un parquet anticorruption plus fort soit mis en œuvre en Hongrie. Un compromis a finalement été trouvé. Bruxelles a validé le plan de relance hongrois, mais continue à le geler, ainsi qu'une partie moindre des fonds de cohésion futurs, 55% seulement. La Hongrie doit mettre en place une vingtaine de mesures pour toucher le reste. Et maintenant, nous sommes en compagnie de Tibor Navracsics. Vous êtes l'ancien commissaire européen à Bruxelles, donc à la jeunesse et au sport. Et aujourd'hui, vous êtes le ministre du Développement régional de la Hongrie.
qui absorbe les fameux fonds de cohésion. Alors, la Hongrie a reçu, par exemple, 22 milliards d'euros de fonds de cohésion entre 2014 et 2020. Mais selon l'OLAF, l'Office de lutte contre la fraude, eh bien, les irrégularités concernent 4% de ces fonds. En Hongrie, c'est le plus fort taux en Europe. C'est certain, nous devons nous améliorer sur ce point. C'est pour ça que nous avons pris une série d'engagements auprès de la Commission européenne pour rendre les procédures d'appel d'offres et toutes les activités de marché en Hongrie plus transparentes et plus claires. C'était au cœur des négociations qui ont duré toute cette année. Depuis juin, nous négocions sur les fonds européens et la manière d'en bénéficier correctement. Et la création d'une plateforme commune d'appel d'offres est notre contribution à un système public plus clair et plus équitable. Et cela sera notre réponse aux remarques de l'OLAF. Pour les procédures d'appel d'offres, il y a souvent eu une seule entreprise en compétition, dans 30% des cas. Nous avons eu proportionnellement beaucoup trop d'appels d'offres sans mise en concurrence. Pour les projets cofinancés, la moyenne côté fonds européens est de 15%. En Hongrie, nous en sommes à 16%. C'est moins bien, mais c'est pas tant que ça. Pour la partie des projets financés par les fonds publics nationaux, cette proportion de candidatures uniques s'élève à 35%, ce qui est vraiment trop. Et nous avons pris l'engagement de réduire cette proportion à la moyenne européenne d'ici 5 ans. Nous avons un plan d'action pour cela désormais. L'Union européenne a actionné le fameux mécanisme de conditionnalité. Même votre commissaire à Bruxelles a voté pour, qui permet de bloquer les fonds structurels quand il y a dérive autocratique. Le gouvernement hongrois a pris des engagements qui nécessitent des modifications de la législation et un renforcement du cadre légal. Mais nous avons créé 2 nouvelles institutions. L'autorité indépendante ou de l'intégrité, qui contrôle les appels d'offres, et l'unité anticorruption, un groupe de travail basé sur la parité, dont la moitié des membres sont issus du gouvernement et l'autre moitié du monde des ONG. Mais justement, les ONG comme Transparency International et d'autres se plaignent de ne pas être dans cette autorité de la transparence et que finalement ça va rester une institution gouvernementale proche du pouvoir et de votre parti Fidesz. Les ONG ont été consultées préalablement. Nous avons mené des consultations par exemple avec Transparency International, mais ils émettent des critiques sur les pouvoirs de l'autorité de l'intégrité. Mais les statuts et la juridiction de cette autorité est une affaire de compromis entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois. Et j'espère pouvoir prouver à l'avenir que cette autorité est sérieuse et totalement indépendante. Le Parlement européen a récemment qualifié votre pays de régime hybride d'autocratie électorale qui renforce sans cesse le contrôle de l'État sur les médias, les ONG, les universités, les tribunaux, ce qui empêche de dénoncer les fraudes comme dans une démocratie fonctionnelle. C'est une opinion partisane. Je pense qu'il faut répondre pas de commentaires au fait que les partis de gauche du Parlement européen n'aiment pas le gouvernement hongrois. Nous pouvons avoir des débats idéologiques, certes, mais nous avons mieux à faire pour le moment. Je souhaite me concentrer uniquement sur les politiques publiques européennes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bienvenue Caroline dans la station d'épuration de Budapest. On se retrouve dans la partie où on traite les eaux usées. Expliquez-nous un peu comment ça marche, ce retraitement des eaux. Les eaux usées viennent de Budapest, de la partie Buda. Ici, dans cette station d'épuration, il y a une partie qui va être traitée mécaniquement. Puis après, on a une partie biologique. Et puis après, on a un clarificateur sur notre droite. Et les eaux traitées partent de là dans le Danube. La station d'épuration a été construite en 2010.
249 millions d'euros ont été investis dans ces stations d'épuration et 65% ont été subventionnés par l'Union européenne. Alors nous sommes maintenant dans cette grande usine de retraitement des eaux de Budapest en compagnie de la maire adjointe. Bonjour Kata Tutto. Bonjour. Je rappelle que vous êtes aussi du groupe socialiste pour le comité des régions. Alors d'abord, en quoi cette usine est un bon exemple de l'investissement de l'Europe dans votre pays, la Hongrie? Elle épure la moitié des eaux usées de la ville de Budapest. Et avant la création de la centrale, ces eaux étaient directement reversées dans le Danube. Et elles étaient sales. Est-ce que vous comprenez que Bruxelles, la Commission européenne, ait voulu couper ou geler ces fonds de cohésion pour des questions d'état de droit? Personnellement, et en tant qu'élu de la ville de Budapest, je pense que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces fonds arrivent jusqu'à nous. D'un autre côté, je comprends les inquiétudes concernant l'état de droit ou le manque de compétition sur les appels d'offres publics. La vraie question est d'ailleurs, y a-t-il un tant soit peu de mise en concurrence dans ces appels d'offres? À Budapest, par exemple, nous avons dépensé beaucoup d'argent européen ainsi que de l'argent des contribuables hongrois. Mais nous avons toujours des appels d'offres ouverts à la concurrence. C'est pourquoi nous demandons à la Commission européenne, ne punissez pas le peuple hongrois. Si vous donnez les fonds directement aux villes, alors il y aura de la transparence. Des paiements directs aux acteurs municipaux et locaux qui peuvent être dans l'opposition, justement. Ça prendra des années de discussion au niveau de l'UE, un tel changement, mais est-ce que ça vaut le coup? Avec Varsovie, Prague, Bratislava, Budapest, nous avons créé cette alliance des villes libres. Et nous demandons que les fonds nous soient versés directement, parce que nous pouvons garantir que ces fonds, les impôts courants des contribuables, seront vraiment investis dans la lutte contre le changement climatique. Énergie, biodiversité, réduction des émissions, adaptation et les questions sociales. Merci à vous d'avoir été notre invité. Alors, il n'y a pas que la Hongrie qui a des problèmes avec Bruxelles, il y a aussi la Pologne. Mais alors là, il s'agit bien de 75 milliards d'euros de fonds structurels et de cohésion pendant 7 ans à venir. Et ils n'ont pas été gelés par les Européens cette fois-ci. Tant la Pologne coopère, notamment dans le dossier ukrainien. Mais alors, 4 associations de magistrats ont déposé un recours pour bloquer le plan de relance polonais. On regarde tout de suite ce reportage de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Audience délicate dans cette cour du travail. Comme pour chaque dossier, cette juge écoute attentivement les deux parties pour rendre la justice en son âme et conscience. Marie Messiaen s'estime heureuse de pratiquer son métier en Belgique et non en Pologne. Son association s'est récemment jointe à un recours contre la décision de débloquer le plan de relance polonais, malgré les problèmes d'état de droit toujours présents dans le pays. Cette décision, qui en fait est éminemment politique, puisque c'est une décision du Conseil européen et donc de l'ensemble des États membres, en fait, mais qui, selon nous, outrepasse, viole les décisions de la Cour de justice, qui a considéré que la situation en Pologne et de l'indépendance du pouvoir judiciaire était tellement gravement menacée qu'elle violait les fondements même de l'Union européenne. En soutien à ses confrères polonais, la juge belge avait participé à cette manifestation à Varsovie, il y a 3 ans et demi. En cause à l'époque, la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, jugée dangereuse pour l'indépendance de la justice. Depuis, cette instance a été dissoute, permettant justement à la Commission européenne de débloquer les fonds du plan post-Covid. Mais pour ces magistrats, le combat continue. Bonjour, je suis juge en Pologne. Ils sont reçus au palais de justice à Bruxelles. J'ai été suspendue par le ministère de la Justice pendant 30 jours en février, simplement pour avoir rendu une décision basée sur le droit européen. Ces juges n'en démordent pas. La réforme de la chambre disciplinaire n'est qu'une mesure cosmétique. En fait, ils ont simplement renommé cette chambre. Il y a toujours un problème de compatibilité de cette chambre avec le droit européen. En réalité, ils ont juste remplacé la plaque « chambre disciplinaire » par la plaque « chambre de responsabilité professionnelle ». Il, c'est le Parti conservateur Droit et Justice, au pouvoir en Pologne.
Est-ce que l'on estime que les juges sont au-dessus des lois ou au contraire qu'ils doivent les appliquer? Parce que comme il s'agit d'êtres humains, il peut leur arriver parfois d'enfreindre la loi. Il doit donc y avoir des règles pour contrôler leur comportement. Mais au-delà de la question de l'état de droit, cette spécialiste pense que le contexte géopolitique a joué un rôle dans cette décision des pays européens de débloquer les fonds pour la Pologne. Il y a eu la guerre en Ukraine, alors on sait que la Pologne a un rôle très actif là-dedans. On ne peut pas exclure que cet élément ait été un élément qui a joué dans la balance. Mais en fermant les yeux sur les dérives de la Pologne, le risque est de fragiliser tout l'édifice juridique européen. En promettant une salve de réformes, la Hongrie de Viktor Orban s'en tire à bon compte avec les fonds européens. Mais l'Union européenne pourra activer ce mécanisme de conditionnalité des aides à tout moment. Un pays sous surveillance, donc tout comme l'Italie de Giorgia Meloni, à droite toute. Vous pourrez retrouver nos 2 émissions sur ce thème. On coupe ou non les fonds de cohésion sur notre site france24.com.